Bonjour à tous et à tous. Donc, nous accueillons de nombreux participants de différents métiers de notre secteur et nous vous remercions pour votre présence. Pour animer ce webinaire, j'ai avec moi Frédéric Peigneux, consultant in-house et product manager chez Feveloto depuis 2015. Il travaille sur le sujet des batteries. Et j'ai Willy Tormoy, qui est aussi support de Feveloto depuis de nombreuses années et qui a une longue carrière dans l'automobile chez différents constructeurs et qui jouera aujourd'hui le rôle de modérateur. Donc, ce webinaire durera 1h15 et vous avez la fonction chat et aussi la fonction questions et réponses pour envoyer vos questions qu'on va en fin de séance essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, en effet, il y a une industrie automobile importante depuis de nombreuses années, mais l'industrie de batterie, elle est toute nouvelle et elle n'est pas intégrée. Et donc, nous sommes face à une transition historique de l'industrie automobile passant des moteurs thermiques aux véhicules à traction électrique. Pourquoi ce webinaire? Donc, on a réalisé un interviewé lors de la présence de Watt Forever et Feveloto à un congrès à Salzbourg en septembre. Voici ce que déclarait M. Jean-Paul Villot, interrogé sur les aspects réglementaires encadrant le thème des batteries de véhicules électriques. Donc, il y a trois aspects essentiels. C'est le design de la batterie et son intégration efficiente au sein du véhicule, pour lequel il y a évidemment des normes de sécurité. Il y a les matériaux utilisés, donc c'est un choix qu'ils ont fait avec des impacts sur les aspects sécurité, les phases d'usage, le contrôle et le fin de vie, et les contraintes à respecter en matière de stockage, manipulation, transport et ces batteries électriques. C'est ce dans la session, donc c'est un... Ah oui, Catherine, c'est donc un sujet très vaste. Sur quoi allez-vous concentrer ce webinaire en 4 sessions? La session 1 sert vraiment à vous expliquer un peu les aspects légaux et sur la responsabilité, tandis que la session 2 et 3, c'est de la prévention des risques pendant les opérations. Et la session 4, c'est sur les interventions. Mais pour avoir une bonne vue sur les 3 autres sessions, il faudra d'abord commencer avec tous les aspects légaux. Donc, quels sont les objectifs de notre première session? C'est donc mettre en évidence le rôle économique et sociétal que ces batteries vont jouer en Belgique, les aspects légaux et les responsabilités. C'est important de vous expliquer ceci. Et puis, l'importance de la sécurité, évidemment, donc, et la santé aussi des personnes qui manipulent les batteries. Et on veut vous fournir aussi quelques informations de support pour les sessions suivantes. Donc, c'est un thème important. C'est un thème important pour le marché belge. Et donc, il y a un contexte global. Européen et belge. Voilà. Il est certainement pour nous important de cadrer ce sujet des batteries de traction véhicules électriques dans son contexte international. Frédéric, pouvez-vous vous en dresser les grandes lignes, s'il vous plaît? Bien sûr, Willy. Les 17 objectifs développement durable, parmi lesquels les actions pour le climat, l'accès à de l'énergie propre, la durabilité dans les villes et dans les communes, d'une part, le protocole de Kyoto, qui a déterminé la nécessité de la réduction des émissions à travers le monde, l'accord bien connu de Paris sur le climat en 2015 qui vise à limiter l'accroissement de température moyenne sur la planète sous les 2%, oblige une région telle que l'Europe à développer des initiatives pour répondre et satisfaire à ces objectifs. Alors, les prévisions mondiales à l'horizon 2035 mettent en évidence une augmentation de plus de 50%
du marché des véhicules électriques avec un rôle qui est non négligeable, évidemment, en Europe, par ailleurs. Le changement climatique apparaît dans ce contexte global comme le driver majeur de la révolution que connaît le secteur de la mobilité. Comment cela se traduit-il au niveau européen et quelles sont les actions les plus importantes entreprises? Alors, afin de rencontrer les objectifs climatiques et énergétiques de réduction des émissions de 40%, voire même au-delà depuis récemment, pour l'horizon 2030, et ce sur base des chiffres existants en 1990, et en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050, il apparaît clairement la nécessité de diminuer drastiquement les émissions qui proviennent du secteur du transport. Une des actions menées en Europe réside notamment donc, sur le déploiement de la mobilité électrique. La demande de batteries est donc attendue de façon haussière, très en hausse même, et ce d'autant qu'il y a, on ne peut pas le contester, une prise de conscience climatique qui s'est généralisée dans nos contrées. Il y a la volonté de l'Union européenne également d'évoluer vers cette neutralité carbone en 2050, et ça se traduit par la mise à disposition de moyens financiers importants pour supporter cette transition. Et puis, il y a une disparition lente, ou à tout le moins une substitution renforcée des véhicules utilisant les combustibles fossiles par ces véhicules électriques. Cette transition est donc désormais totalement amorcée. Alors, en conséquence de ces nombreuses initiatives, le marché du véhicule électrique, on y considère bien le véhicule full électrique, l'hybride, le plug-in hybride, eh bien, ce marché croît de façon continue et amène l'ensemble des producteurs automobiles à disposer dans leur gamme de véhicules des équipements, des véhicules, des automobiles qui disposent de ces technologies. Alors, certains scénarios évoquent des quantités dépassant, même dans des scénarios réalistes, plus de 20 millions de véhicules électriques sur le marché européen d'ici 2030. Alors, en conséquence, nous avons un accroissement sans précédent de l'utilisation des batteries industrielles d'électromobilité, qui est attendu évidemment dans les toutes prochaines années. Alors, l'ensemble des intervenants du secteur doit bien réaliser que cette croissance va aller de pair avec un accroissement des responsabilités dans la chaîne de valeur automobile. On parlera souvent de cette chaîne de valeur automobile au cours de ce webinaire pour mettre en évidence le rôle que chacun des acteurs dans cette chaîne a à jouer. Et donc, il faut comprendre évidemment ici le terme responsabilité sous son acception gestion des risques et prévention et mesures d'accompagnement évidemment. Donc, à ce titre, il est important que chacun soit en ordre de marche pour éviter une mauvaise gestion de ces risques. Mauvaise gestion de ces risques qui pourrait finalement miner la confiance dans ce segment du véhicule électrique et la croissance qu'il a. Ce qu'il faudrait donc éviter. Alors, c'est pourquoi l'Europe a développé et a commencé le déploiement d'un nombre assez important de stratégies et de plans pour promouvoir d'une part cette électromobilité et d'autre part pour également créer une industrie européenne de la batterie, une industrie qui soit intégrée et pour cela l'Europe va dépenser et dispenser de budgets colossaux, ça s'exprime en milliards d'euros et partant par ailleurs du principe évidemment que cette approche va être créatrice d'un nombre important d'emplois qu'ils soient évidemment directs ou indirects. Frédéric, voici donc le contexte européen général et l'aperçu des stratégies mises en place. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur les réglementations qui vont s'appliquer dans le cadre de ces batteries? Alors, l'Europe a évidemment développé un ensemble de règles légales pour encadrer le thème des batteries. Ça s'adresse aussi bien les batteries en tant que telles que les batteries qui font partie d'un véhicule, évidemment. Alors, depuis l'année 2000, nous connaissons la directive sur la gestion des véhicules en usage, dans laquelle les batteries sont explicitement mentionnées. Bien entendu, à l'époque, on parlait uniquement, ou quasi uniquement, de batteries SLI, Start Lighting Ignition, sont
soit traditionnellement les batteries de démarrage au plomb. Elles étaient considérées évidemment comme l'élément batterie majeur de ces véhicules. L'arrivée de véhicules électriques et les batteries qui les accompagnent déplacent évidemment le niveau du risque qui est lié aux opérations de démontage et à la gestion de ces batteries en tant que telles. Bon, les deux méthodes ne sont en rien comparables, évidemment, mais cette directive VHU reste évidemment la base des actions de gestion de ces véhicules en usage. Dans ce cadre, l'on sait que les batteries doivent être sélectivement enlevées du véhicule et leur poids, dans leur entièreté, compte pour le calcul du taux du recyclage de ce VHU. Bien. Alors, outre le fait que cette directive est menée par ailleurs au travers des années à la quasi-disparition des métaux lourds dans les véhicules automobiles particuliers, c'est aussi intéressant de voir, Willy, que cette directive elle a fait l'objet de nombreuses révisions, hein, comme le montre le slide que vous avez à l'écran. Alors, il y a des évolutions technologiques, évidemment, mais il y a aussi et surtout en travers de tout cela l'accentuation d'objectifs environnementaux qui sous-tendent ces révisions. Et la focalisation sur ces aspects environnementaux à respecter va du design de l'automobile au recyclage, et ça s'accompagne évidemment, et en toute logique, et j'ai envie de dire, d'un renforcement et d'une plus grande précision dans la détermination des responsabilités des acteurs. Alors en outre, à côté de la directive VHU, il y a aussi une autre directive depuis 2006 qui est importante dans notre cadre. C'est la directive batterie, comme on l'appelle. Et depuis 2012, elle s'accompagne également d'un règlement qui fixe les conditions de détermination, de calcul, de ce qu'on appelle l'efficience recyclage, recycling efficiency pour les puristes. Et donc là, dans ce cas-là, on parle de performance en termes de valorisation de métaux, ou de matériaux plus exactement, pas que des métaux, quoique, hein, qui composent ces batteries, et ces performances sont évidemment à atteindre par les recycleurs. Alors, ces deux textes vont permettre de déterminer quelque part et les développements que l'on va connaître et que l'on a déjà connus pour le traitement en fin de vie de ces batteries, d'une part, mais vont également impacter leur conception en amont, ainsi que, et là on est au cœur du sujet, les systèmes de responsabilité de gestion de ces batteries une fois arrivées en fin de vie par le responsable que sont les importateurs et les producteurs. Et alors enfin, cette directive batterie renvoie explicitement à 3 catégories de batteries. On a d'abord les batteries portables, les AA, les AAA, les batteries que tout le monde connaît. On a les batteries automobiles qui sont donc les batteries typiques de démarrage, batteries au plomb. Et puis on a les batteries industrielles, dans lesquelles ont été en fait classées ces batteries de traction de véhicules électriques. Donc voilà, donc faut bien faire attention que lorsqu'on parle d'une batterie de traction d'un véhicule électrique, on parle bien d'une batterie industrielle et pas d'une batterie automobile au jour d'aujourd'hui. C'est important puisque les règles, les objectifs qui sont fixés par ces catégories de batteries peuvent diverger selon leur classement. Et donc actuellement, cette directive batterie est également en cours de révision relativement profonde, avec des amendements assez importants qui sont attendus dans les prochaines années. Alors, à ce titre, et vous les voyez à l'écran, un certain nombre de mesures seront mises en place par les instances européennes. Alors, on notera pour notre propos que la responsabilité étendue du producteur restera un élément central sur laquelle s'appuiera la mise en œuvre de ces actions qui renforcent le cadre et le développement des filières, donc de la production, de la réparation et encore une fois jusqu'au recyclage de ces batteries. Autre point important qu'il est nécessaire de noter, c'est qu'on attend également, on n'a pas décidé, mais on l'attend, une possible imposition d'objectifs de collecte, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas pour les batteries industrielles, et d'objectifs chiffrés en termes de recyclage par type de matériaux, ce qui n'est non plus pas le cas au jour d'aujourd'hui. Donc ça pourrait bien amener la filière finalement à adapter ces modes opératoires, et cela pourra évidemment déterminer sur le marché des matières des évolutions de prix et donc de comportement
du secteur automobile, du producteur jusqu'au recycleur. Ah, Frédéric, il semble que nous devons nous attendre à quelques changements très importants ces prochains mois en termes de cadre réglementaire. On vient d'apprendre que la directive va devenir une régulation. Alors, c'est assez important. Nous en parlerons un peu plus tard, justement. On va en parler plus tard. C'est le moment de répondre à la première des 3 questions que nous posons aux participants. Oui, donc nous avons proposé aux participants, à 3 reprises de répondre à une toute petite enquête. Ça prend quelques secondes, il n'y a pas beaucoup de choix, il y a 2-3 choix. On vous demande de bien vouloir y participer. Les réponses sont anonymisées, c'est la tendance qui est pour nous importante. Et on va vous laisser, après la lecture de la question, une bonne trentaine de secondes avant de pouvoir voir le résultat de cette enquête que nous allons modestement essayer de rapidement commenter avant de continuer cette présentation. Alors, la question est la suivante. Sur le contexte réglementaire européen qui a créé un vent favorable pour le déploiement des batteries industrielles de traction des véhicules électriques. Et la question est, selon vous, tous les opérateurs du secteur, ça veut dire les importateurs, les concessionnaires, les garagistes, les dépanneurs et même les recycleurs, doivent-ils contribuer opérationnellement à collecter ce type de batteries pour ne pas risquer des fuites de ce flux et maîtriser les risques de mauvaise utilisation par des non-professionnels? Alors, ça, c'est la question. Vous avez 3 choix, oui, non ou je ne sais pas. Nous attendons vos réponses. On arrive bientôt à avoir... Non, voilà. Donc, la majorité semble en faveur d'une contribution concrète de l'ensemble du secteur, ce qui, a priori, Willy, pourrait signifier que, d'une part, l'ensemble des opérateurs semble sensibilisé dans son rôle effectif et réel dans cette chaîne de valeur qui doit permettre la gestion environnementale et en toute sécurité de ces batteries. Et ça peut également signifier que Febel Auto va pouvoir attendre, et on s'en réjouit, un soutien à chaque niveau de la chaîne pour mener à bien ses missions relatives à la gestion des batteries conformément au règlement en vigueur. Alors, Frédéric, ça veut dire que Febel Auto se doit être proactif et aussi réactif pour les importateurs et les autres opérateurs de la chaîne. Que signifie donc cette révision pour le marché belge et quelles sont les adaptations réglementaires importantes à attendre dans un futur proche? Bien, Willy, cette directive, batterie, ce règlement sur le recycling efficiency ont trouvé une transposition en législation belge à travers les réglementations régionales. Pour rappel, les régions étant compétentes en matière de gestion de déchets dans notre plat pays. Alors, ça détermine également certaines obligations qui peuvent être spécifiques aux régions parce qu'elles proviennent d'interprétations qui sont différentes sur un texte européen dont le contenu de base a été donc transposé. Alors, la directive actuelle met l'accent sur... tiens, je vois que nous avons toujours à l'écran le pôle, peut-être qu'il faut sortir de là. Alors, donc, la directive actuelle met l'accent sur des objectifs en matière de recyclage, et pour les batteries industrielles, on parle aujourd'hui d'un taux de recyclage de 50%. Ces taux sont différents pour les batteries automobiles. Alors, fondamentalement, quels sont les éléments qui sont essentiels dans cette directive batterie pour vous? Alors d'abord, il y a, et je le rappelle, 3 types de batteries avec des niveaux d'exigence en termes de collecte et d'obligations de reprise différentes, des obligations de traitement qui sont également différentes. Plus spécifiquement, pour les véhicules électriques, l'importateur de ces véhicules est considéré comme le producteur de la batterie de traction. C'est très important. C'est bien l'importateur automobile qui est considéré comme le producteur de cette batterie de traction.
que cette batterie soit ou non complètement intégrée dans le véhicule et soit donc un composant de ce véhicule, ou qu'elle soit considérée comme un équipement ou une pièce à part qui serait mise en tant que telle sur le marché. Et donc là, évidemment, on pense plutôt au marché de remplacement, le marché de l'après-vente, évidemment. Alors, un autre élément essentiel, c'est que le producteur doit remplir un nombre important, qu'il ne faut pas négliger, d'obligations, et doit s'organiser et organiser son réseau pour se conformer à cette réglementation. Alors, sans aller dans le détail, citons l'obligation de l'enregistrement que ce producteur a et de la mention des produits qu'il met sur le marché, en ce compris le nombre, la chimie de la batterie utilisée, etc. Il doit également organiser ses obligations de reprise, donc l'obligation d'acceptation des batteries qui lui seraient amenées selon le type de batterie. On parlera aussi d'obligation de collecte, des batteries portables, qui ne sont pas réellement le sujet aujourd'hui. Il a également l'obligation d'atteindre les taux de performance recyclage qui sont imposés pour ces batteries lorsqu'elles sont mises sur le marché, en fonction du règlement dont nous venons de parler. Sachez enfin, et c'est excessivement important parce que ça a un impact également sur le rôle que l'ensemble des opérateurs a dans la chaîne de valeur, sachez donc que ces obligations doivent être consignées dans des rapports annuels, et ces rapports transmis aux autorités visent à évaluer dans quelle mesure le ou les producteurs sont en conformité aux obligations réglementaires. Et donc, à ce titre, c'est excessivement important de noter qu'à chaque étape, et de comprendre qu'à chaque étape de la vie de la batterie, oui, mais c'est aussi le cas pour le véhicule, hein, entendons-nous, mais donc à chaque étape de la vie de la batterie, c'est important que soit organisée cette traçabilité, donc l'enregistrement de ces mouvements. Alors, pourquoi? Parce que le devenir de cette batterie doit être documenté le plus précisément possible, afin pour l'importateur, sur qui pèse la responsabilité et le financement finalement du fonctionnement de la filière. C'est important pour cet opérateur de pouvoir déterminer avec précision quand sa responsabilité prendra fin. Nous en reparlerons ultérieurement également parce que cela amène à quelques réflexions sur le statut que l'on doit considérer à cette batterie. Alors, est-ce qu'il y a des modifications à attendre spécifiquement dans notre contexte? Alors, Willy vient de le signaler il y a 2-3 minutes. On parle effectivement du fait que cette directive deviendrait un règlement à l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Un règlement s'impose directement dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, ça limite dans une certaine mesure, les capacités d'interprétation des États membres de l'Union européenne, qui ne doivent plus transposer, ils doivent appliquer ce règlement. Donc voilà, ça va déjà en soi amener et promettre quelques adaptations importantes si effectivement cette directive devient désormais un règlement. Cela étant, il y a encore des discussions à ce sujet au niveau européen. Alors, en termes d'adaptation, qu'attendre donc? Une adaptation fondamentale pourrait être que ces batteries lithium-ion, qui sont donc une des chimies des batteries industrielles de traction des véhicules, ces batteries lithium-ion pourraient faire l'objet d'une mention spécifique. Rappelez-vous, on a parlé des batteries portables, des batteries automobiles, des batteries industrielles, dans lesquelles se trouvent les batteries de traction électrique, de véhicules électriques. Mais il est possible qu'on fasse une catégorie bien particulière, bien spécifique pour ces batteries lithium-ion. Ça permettrait évidemment de mettre un focus très particulier en termes de performance et en termes d'objectifs, évidemment, sur ces batteries. Ensuite, on s'attend également à une optimisation des performances de recyclage. Il faut savoir que la majorité des procédés industriels installés et connus aujourd'hui permettent déjà de dépasser les performances qui étaient fixées sur ces batteries industrielles. Objectif qui avait été édicté en 2006.
Troisièmement, il est très probable également que l'on doit faire face à la fixation d'objectifs de recyclage pour des matériaux bien déterminés. À ce stade, sortent la tête de l'eau le nickel, le cuivre, le lithium et évidemment le cobalt. Je dis évidemment parce que c'est l'objet de beaucoup de sollicitations, vous le savez. Et bon, en soi, ce ne serait pas spécialement surprenant dès lors que la fixation de ces objectifs suit en certains principes de l'économie circulaire, visant donc à une meilleure récupération des ressources. Et enfin, on peut également s'attendre à ce que des taux de collecte soient imposés. Donc, on dépasse l'obligation de l'acceptation pure et dure que l'on connaît sur les batteries industrielles. Donc, ça aussi, ça pourrait nécessiter d'adapter les canaux de collecte et évidemment le message aux détenteurs de ces batteries. Bon, ce n'est pas pour demain. Le processus de révision est en cours. Il y a encore pas mal d'étapes dans le processus législatif qui doit être accepté. Mais voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel on pourrait bien évoluer. Cela étant, cette problématique des taux de collecte reste questionnée et questionnable également au niveau européen. Enfin, un renforcement sur les contrôles de substances dangereuses ou classifiées comme telles dans le règlement REACH est attendu, de même que l'on attend que certaines contraintes spécifiques liées aux batteries endommagées ou défectueuses soient complémentairement imposées, sachant que ce statut peut évidemment conditionner les étapes par lesquelles ces batteries vont passer ultérieurement. On reviendra d'ailleurs sur cette problématique des batteries dangereuses et défectueuses et des risques qu'elles comportent au fur et à mesure des sessions ultérieures, vous l'avez compris. Et enfin, dans le cadre de cette révision, on attend un éclaircissement, une précision des notions de réutilisation et de second life, donc des applications secondaires. Cet éclaircissement est souhaité afin de pouvoir encadrer des initiatives qui existent déjà dans le domaine, amener plus de clarté dans l'application des réglementations qui sont existantes, notamment en matière de transport de ces produits. On va y revenir dans quelques minutes. Et de permettre, le cas échéant, de déterminer pour les applications Second Life les conditions bien claires dans lesquelles le transfert de responsabilité de l'importateur peut se faire vers le nouveau producteur de cette nouvelle batterie qui serait nouvellement mise sur le marché pour une autre application. Donc voilà, en cela, on voit bien que la législation doit suivre les évolutions du marché et les encadrer pour voir les structurer, évidemment, le cas échéant. Et enfin, dernier point à ce sujet, pour satisfaire aux défis actuels et futurs qui sont imposés par ce cadre réglementaire, sachez, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, que Febel Auto a, en soutien des importateurs et du secteur automobile en général, conclu en quelque sorte ce qu'on appelle des accords de branche, on appelle également des conventions environnementales. Ces accords permettent d'organiser la filière et d'équiper la filière des outils nécessaires pour faire face finalement à cette vague de véhicules électriques et de batteries qui va arriver à plus ou moins court ou moyen terme selon les estimations qui nous remontent aujourd'hui. Et les chiffres qui sont présents à l'écran vous donnent une petite idée de comment l'évolution s'est faite jusque maintenant, et vous verrez clairement qu'il révèle une croissance annuelle qui est continue, même en 2020, qui, comme chacun le sait, je ne vais pas m'étendre dessus, est une année difficile pour tout le monde, et évidemment également pour le secteur automobile, avec des niveaux de vente qui sont historiquement bas. Frédéric, quelle est l'approche de Febel Auto? Car les risques encourus aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de demain, ça c'est certain. Ces risques à gérer et les responsabilités des opérateurs vont grandir avec des volumes. Il faut donc se préparer. Quel éclaircissement sur les actions entreprises? Alors, dans le cadre
les conventions environnementales, un petit point rapidement. On a une convention environnementale qui est signée et qui est d'application en Flandre depuis 2018 et en région Bruxelles-Capitale depuis 2019. Dans le cadre de ces conventions, les producteurs veillent donc à la mise en place d'un système qui soit complet et fermé pour permettre de garantir l'acceptation, le traitement et donc ce fameux reporting des batteries de traction. Vous avez à l'écran quelques informations sur le champ d'application, je ne vais pas m'étendre dessus. Sachez que pour la partie wallonne, qui intéresse la majorité des auditeurs actuellement présents dans la session francophone, les négociations sont toujours en cours. La procédure de démarrage, de consultation publique, etc. est derrière nous. On est dans le cadre d'une deuxième lecture au gouvernement. Juste pour votre information, ce retard n'est pas spécifiquement lié à la problématique des batteries de traction de véhicules électriques, mais fait plutôt partie d'une volonté de l'administration déjà lors de la précédente législature, continue aujourd'hui, volonté de cette administration et du cabinet en charge de l'environnement et des déchets de repenser un peu plus fondamentalement certaines notions qui se trouvent dans le décret relatif à la gestion des déchets et également à la refonte de la notion ou des systèmes qui encadrent ces responsabilités étendues des producteurs. Donc voilà, ce n'est pas une thématique uniquement liée aux batteries, mais la situation est telle qu'effectivement la convention en région wallonne n'est pour l'instant pas signée, ce qui n'empêche pas évidemment Febel Auto et les producteurs importateurs pour lesquels Febel Auto travaille de déployer les services. Certains d'entre vous sont déjà devenus centres agréés plus, ce qui prouve bien qu'effectivement le marché ne s'est pas arrêté aux frontières de la Flandre et de la région bruxelloise. Alors, information également, je pense, importante pour bien d'entre vous. Pour répondre aux obligations de ces conventions environnementales, Febel Auto a passé un accord avec les importateurs automobiles à travers ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, d'une part, qui détermine le rôle de Febel Auto, les obligations des importateurs, le mode opératoire à respecter pour pouvoir organiser toutes ces filières, et ce, évidemment, conformément aux engagements de la Convention, parmi lesquels, et c'est un point essentiel, l'obligation donc d'acceptation de ces batteries dans les points d'acceptation et la collecte de ces batteries sans aucun frais pour ces points d'acceptation qui auraient été désignés, et également auprès des centres agréés plus, nous y reviendrons, centres agréés plus qui s'occupent donc prioritairement, enfin pas uniquement, mais qui ont la capacité de s'occuper de la dépollution des véhicules électriques. Il y a également des obligations en matière de transfert de données, évidemment, pour ce fameux reporting aux autorités. Et donc là, encore une fois, les quantités de batteries, les destinations, les chimies, tout ça sont des éléments qui sont importants et qui font partie de l'accord, raison pour laquelle Febel Auto capte et a besoin de continuer à capter ces informations. Alors, d'autre part, il y a la norme Febel Auto qui a été développée au sein de Febel Auto et qui aide à la mise en application de l'obligation de reprise par ces points d'acceptation d'une part et par les centres agréés plus d'autre part. Frédéric, cette norme Febel Auto, est-ce que ça aussi existe dans d'autres pays en Europe? Alors, dans les faits, non. Febel Auto est la première organisation qui a développé cette norme pour les points d'acceptation et les centres de dépollution automobile. Oui, elle permet de donner un support à ces opérateurs et de contribuer évidemment à une structuration des opérations, qu'on appelle dans le jargon du secteur du déchet le level playing field. Ça structure également les responsabilités des uns et des autres. Et enfin, ça permet aussi d'uniformiser un peu l'approche du secteur et de conscientiser sur ses responsabilités et les mesures qui sont à prendre pour se conformer au cadre réglementaire. D'ailleurs, ce webinaire est une des manifestations des obligations de sensibilisation des producteurs. Alors, la norme Febel Auto a été déposée officiellement. Elle dispose d'un petit copyright que vous voyez à l'écran, ce qui veut donc dire qu'elle ne peut pas être utilisée n'importe comment, par n'importe qui et sans aucune autre condition.
Elle se structure, et donc à ce sujet, évidemment, quelqu'un qui se réclamerait de cette norme fait bel auto sans avoir effectivement passé par ces contrôles et par ces audits, on va y revenir, fait clairement usage d'un faux et donc passible de poursuite. Je pense que c'était important de le signaler. Alors, cette norme, elle est structurée de la façon suivante. Il y a des conditions, évidemment. On va retrouver des conditions, des obligations d'ordre général. On va retrouver des obligations d'ordre administratif, avec notamment un rappel qui cadre bien avec le contexte sécurité dont on veut se prétendre aujourd'hui. Donc un rappel important sur la nécessité de disposer d'un plan de prévention et de préalablement réaliser des analyses de risques qui sont en outre des obligations qui sont prévues par le Codex, donc le Code sur le bien-être au travail. Obligations générales administratives. Troisièmement, des obligations d'ordre opérationnel. Il y aura également des exigences en matière de formation et puis il y aura enfin des recommandations en matière d'intervention urgente, ainsi qu'un complément d'information pour aider les opérateurs à aller repérer assez rapidement les éléments qui sont importants pour eux, notamment dans l'application du règlement ADR dont je vais parler tout de suite. Alors en principe, tous les professionnels du secteur automobile au sens large peuvent devenir des points d'acceptation, soit parce qu'ils auront été désignés en tant que tels par un importateur particulier, soit parce qu'ils en auront fait la demande à l'importateur, qui le désignera ou pas, soit qu'ils en ont fait la demande à fait bel auto, tel que c'est précisé dans les conventions environnementales. Alors cette norme doit toutefois être appliquée pour les points d'acceptation. Ces procédures sont aujourd'hui en cours de développement pour pouvoir contrôler la mise en place de cette norme. Et fait bel auto dispose donc d'un accord avec 2 entreprises d'audit qui sont reconnues pour la détermination du respect de cette norme. Cette norme fait en fait clairement état de la nécessité de disposer et de respecter des procédures qui ont été mises en place pour et par l'importateur pour l'enlèvement de ces batteries hors des véhicules. Donc avec une séquence de travail bien particulière qui va évidemment de la reconnaissance du véhicule, de la mise hors tension, de la préparation préalable des conditions de sécurité dans lesquelles ces opérations doivent se faire, etc. Donc ces procédures importateurs existent et la norme y fait explicitement référence. Il faut noter à ce stade que l'enlèvement de la batterie hors du véhicule est autorisé. Le démontage de la batterie en tant que tel, en ses composants, n'est pas autorisé, sauf si l'opérateur dispose d'une stipulation expresse qui lui viendrait de l'importateur. Dans ce cas-là, évidemment, l'opérateur aura pris soin de former son personnel ou les 2-3 membres de son personnel qui sont à même de travailler sur ces batteries. Cela demande un niveau de connaissance un peu plus pointu encore que les connaissances nécessaires pour l'enlèvement de la batterie hors du véhicule. On notera également, à toutes fins utiles, que l'équipement d'atelier sera également marqué, sera aux normes et conviendra aux travaux sur des dispositifs qui peuvent être mis sous tension. Alors, un mot rapidement sur les opérations de diagnostic. On en reparlera également plus tard dans ce webinaire. Cette section 1, elle ouvre pas mal de chemin. Ces opérations de diagnostic sont absolument essentielles pour le choix des dispositifs de sécurité qui sont à déployer pour les opérations de stockage et de transport, et également pour déterminer la destination des batteries. Pour faire bref et clair, une batterie qui ne présente pas de défaut majeur, qui ne présente pas de risque, qui ne présente pas d'instabilité, pourra être transportée et stockée dans des conditions X dès lors qu'elle présente
une problématique de, par exemple, de montée en température, par exemple de fuite, par exemple de déformation. Ce sont des éléments, on y reviendra dans la session 2, qui sont éventuellement des signes avant-coureurs d'instabilité de cette batterie. Et donc, dans ce cas-là, on va devoir recourir à d'autres stratagèmes, j'ai envie de dire, ou d'autres équipements pour le stockage et le transport de ces batteries. Alors, ce diagnostic, c'est en fait, Willy, un des prochains défis techniques dont les centres agréés plus, davantage d'ailleurs que pour les opérateurs du réseau de vente ou de réparation, lesquels ces derniers peuvent disposer évidemment d'équipements qui leur viendraient de l'importateur. Donc, voilà, c'est vraiment un des défis techniques auxquels les centres agréés vont devoir faire preuve. Il y a à ce stade, à notre connaissance, pas un outil qui permet évidemment de régler ça sur 5 ou 10 minutes de temps. Par contre, on sait qu'il y a pas mal d'outils qui sont en développement et Febelauto essaie de suivre ça également pour, le cas échéant, mettre à disposition de son réseau de centres agréés plus et d'autres points d'acceptation qui se seraient fait accepter pour mettre à disposition cette information et vous permettre d'aller chercher, le cas échéant, cet outil ultérieurement sur le marché. Alors, il faut identifier les batteries, évidemment, qu'il faut aller chercher dans les points d'acceptation et dans les centres agréés. Et Febelauto a mis au point un formulaire d'identification des demandes de batteries qui est disponible sur le site internet de Febelauto et qui permet donc d'identifier le demandeur, mais également de vérifier si c'est bien un des membres du réseau officiel, de déterminer les conditions dans lesquelles le transport va devoir s'effectuer. Sachez également que ça constitue la première base de données pour l'établissement des rapports qui vont devoir être remis pour ordre des importateurs aux autorités, puisque c'est déjà là qu'on va disposer d'informations sur le type de batterie, le nombre de batteries collectées, les chimies, les poids, etc. Enfin, la norme prévoit des recommandations en termes organisationnels sur les conditions de stockage, mais on en parlera beaucoup plus précisément dans la session. Merci Frédéric. C'est ici que nous adressons notre seconde question aux participants. L'application de cette norme, axée sur les responsabilités, l'organisation et la sécurité des opérateurs, pourrait aider à combattre la concurrence déloyale d'opérateurs actifs sur l'entretien, le démontage automobile, la revente des pièces automobiles ou l'exportation non contrôlée des véhicules. La question est la suivante. Êtes-vous favorable à l'introduction de cette norme comme obligation légale pour les opérateurs du secteur souhaitant être actifs sur les véhicules électriques? On vous donne environ 30 secondes. Ok, on est à peu près bon. Il semblerait que la majorité soit de nouveau en faveur de cette norme comme obligation légale. Et ça démontre positivement l'attente du secteur quant au déploiement d'un outil qui permet de lutter contre cette concurrence déloyale. Et on présume qu'elle y voit son intérêt dans cette phase de transition, probablement eu égard au risque généré par. Frédéric, cette norme est-elle une initiative isolée ou au contraire, faut-il partie d'un cadre plus large? Intègre-t-elle un scénario plus vaste? Alors, la norme Febelauto, telle que l'illustre le schéma que vous allez voir à l'écran, qui a été fait d'ailleurs avec une des sociétés, en collaboration avec une des sociétés participant à cet audit, des centres agréés, des points d'acceptation, trouve sa place aux côtés d'autres normes et d'autres mesures qui sont également d'application tout le long du cycle de vie du véhicule. Ces mesures, qui sont également d'application pour les véhicules électriques et donc pour les batteries qui les propulsent, permettent d'avoir un cadre complet sur lequel repose l'approche européenne des constructeurs en matière de sécurité. Donc dans ce cadre, la norme Febelauto est en fait une espèce de prolongement, si vous voulez, à l'échelle nationale pour la gestion de la fin de vie des véhicules électriques et de leur batterie. Puis ça permet d'avoir un œil global sur la détermination des responsabilités et des outils pour permettre de gérer ces risques inhérents au marché. Alors à titre purement indicatif, au niveau européen, compte tenu du fait que l'information du et vers les différents chaînons du secteur
est crucial pour assurer la sécurité de tous les intervenants. Bien, sachez qu'il y a une norme, 17840 très exactement, qui cadre le niveau et la délivrance d'informations qui sont à fournir aux services de secours. Et cette norme se compose de 4 parties et par ailleurs couplée à la procédure de test Euro NCAP que vous connaissez très, très certainement. On va retrouver notamment dans ces parties le Rescue Sheet, qui est une sorte de fiche de sécurité pour les véhicules légers. On va également y retrouver des standards d'identification relatifs aux différentes énergies de propulsion. Alors Euro NCAP, qui veut dire le programme d'évaluation européen pour les nouveaux véhicules, va faire usage et reprendre cette norme ISO dans l'évaluation des véhicules. Voilà, à l'écran, vous pouvez visualiser une illustration de ce que sont les différents éléments de cette norme. Important de noter également qu'on y reviendra sur ces éléments, mais il est important de noter à ce stade que différents producteurs automobiles de certains OEM mettent déjà à disposition ce type d'informations, notamment sur la plateforme IDIS, plateforme de démantèlement, d'information pour le démantèlement, qui est active au niveau international, que bien des opérateurs de démantèlement de véhicules connaissent. Alors au niveau belge, à côté des instructions du constructeur, qui prime sur toute autre procédure d'enlèvement de la batterie et de la norme Faible Auto qui renvoie à cette procédure, il existe également une norme NBN qui est en cours de développement et qui référence en quelque sorte les mesures qui sont à prendre en cas d'incident avec les véhicules électriques. Cette norme vise en réalité finalement à fournir une aide à la gestion des risques lorsqu'il y a des interventions sur ce type de véhicule. Je pense que c'est un élément qui est relativement important. On rappellera évidemment que ces normes sont là pour aider les opérateurs à se mettre en conformité avec la loi et qu'elles sont donc à considérer comme des recommandations et des instructions d'intérêt pour gérer et appréhender ces différents aspects de sécurité. À titre informatif, et ça va être mis sur le chat du webinaire, sachez que cette norme NBN est en procédure de consultation publique jusqu'à la mi-décembre. Donc, on ne peut que vous inviter à participer à cette consultation. Le suivi des prescriptions de sécurité, Frédéric, est donc essentiel, on a vu. Qu'en est-il des autres aspects en matière de logistique, par exemple? Alors, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Dans cette interview que nous avons fait du Dr Guyot, que nous saluons au passage, nous avons également abordé cette question. Et voici en quelques mots sa réponse. Elle tient en 3 éléments. L'information de base du produit est essentielle, permet de contrôler notamment son contenu et les risques qui y sont inhérents. Il y a évidemment le type et la qualité de l'emballage, qui va faire l'objet de discussions lors des autres sessions, qui permet donc de reprendre un certain nombre de contraintes et donc participe à la prévention des risques. Et évidemment le marquage, l'information extérieure sur ce packaging qui s'adresse aux opérateurs qui manipulent évidemment ces emballages et qui leur permet d'être conscients de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont 3 éléments. 3 éléments sont des éléments un peu cardinaux dans la gestion des risques liés aux batteries. Alors, il y a également le respect des règles de sécurité lors de travaux sur des véhicules électriques ou des batteries. Hein. C'est un message qui est essentiel et il faut se rappeler qu'il est nécessaire de considérer ces éléments de sécurité dans les différentes étapes logistiques. On va appeler ces étapes logistiques, donc le transport, l'emballage et le stockage. Sachez, si ce n'est pas encore déjà le cas, qu'effectivement, ces batteries lithium-ion sont considérées par la législation sur le transport comme étant des biens dangereux et ils disposent d'un classement bien particulier, la classe 9, au sein du règlement des Nations Unies avec le code 3480 pour être tout à fait complet. Alors, ce règlement de transport pour les matières dangereuses, qui est d'application en Europe, s'appelle ADR. On ne va pas aborder dans ce cadre-ci les conditions d'application de transport par voie maritime et par voie aérienne, quoique elles existent également s'il vient un jour la volonté d'importer ou
d'expédier ce genre de batterie par ces voies-là, ben, sachez qu'il y a également des règles qui s'y rapportent. Concernant donc le règlement des ADR, il encadre le transport international des marchandises dangereuses dans tous les pays qui ont ratifié l'accord. Il est donc d'application pour les transferts transfrontaliers entre au moins 2 de ces pays. En soi, l'ADR ne concerne pas directement les transports nationaux, mais néanmoins, il est appliqué dans le cadre des transports nationaux par le truchement d'une directive européenne de 2018 qui est également relative au transport des matières dangereuses. Cette fameuse directive a été transposée dans un arrêté royal de 2009 dont nous aborderons des éléments de contenu lors des sessions, de la session 3 essentiellement. Alors, question complémentaire peut-être qui va se poser concernant le transport et les conditions de stockage, c'est est-ce que cette batterie est un déchet ou est-ce que c'est un produit, fut-il dangereux? Alors, avant d'aborder ce point, rapidement, un mot sur le fonctionnement du règlement ADR, parce que parfois ça amène un petit peu de confusion. Ce règlement fait l'objet de révisions constantes, qui ne facilitent pas les choses, mais qui est en vue d'augmenter le niveau de sécurité. Révision constante qui se passe en base biannuelle, oui, et la prochaine adaptation est attendue à l'horizon 2021, été 2021, normalement, comme l'indique le schéma. Mais il est possible également de continuer à adopter des mesures de transition pour pouvoir continuer à appliquer les règles qui seraient d'application aujourd'hui. Cela étant, ça doit se faire sur base volontaire et de façon justifiée. Et enfin, en matière de sécurité et de responsabilité, il nous faut encore noter que toute batterie qui est mise sur le marché par son producteur, en Belgique, mais pas uniquement en Belgique, évidemment, ben, doit satisfaire à des procédures de test. Tests qui sont procédures qui sont définies d'ailleurs également par les Nations Unies. Et ces procédures de test, elles visent quoi? Elles visent à garantir que la batterie répond et bien construite pour répondre aux conditions de son utilisation et au type de sollicitation évidemment auquel elle va devoir répondre, que ce soit des chocs relatifs, que ce soit des écarts de température, que ce soit un nombre de cycles de charge et de décharge, les risques de surcharge également qui peuvent arriver selon le type d'application. Ces procédures de test UN, Frédéric, sont-elles également d'application pour des batteries de Second Life? Pouvez-vous d'ailleurs nous entretenir de ce nouveau développement sur les bannières Second Life et comment se profile l'avenir à ce sujet? Oui, bien sûr, c'est une question très pertinente, d'autant que le Second Life, c'est-à-dire l'utilisation des batteries pour de traction de véhicules électriques dans notre cas, dans d'autres applications que la mobilité, on pense donc typiquement au système de stockage stationnaire, c'est une opportunité qui repose en fait sur le fait qu'il reste dans les batteries qui ne sont plus bonnes pour l'application mobilité. Ben, il reste dans ces batteries un potentiel énergétique qui est important et qui peut tout à fait donc parfaitement convenir à d'autres applications avec des sollicitations qui sont autres évidemment. Ces applications Second Life, elles offrent par ailleurs, en termes d'économie circulaire, c'est quand même pas négligeable, des possibilités d'extension de durée de vie de la batterie, avant un recyclage au final de cette batterie visant à la récupération des matériaux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, certaines études aujourd'hui mettent en évidence ce potentiel au travers des prochaines années. Sachez qu'en Belgique, il y a une initiative qui s'est mise en place qui s'appelle Watt Forever et qui est par ailleurs supportée par Febel Auto. Alors, un des enjeux du Second Life, ça va consister à permettre en fait aux OEM et aux importateurs de mettre légalement, de façon claire et tracée, un terme et sans condition à leur responsabilité étendue de producteur. En effet, le producteur d'une batterie Second Life, en tant que produit spécifique pour des applications particulières, devra également, lui, respecter ses contraintes de certification lors de la mise sur le marché. Il s'agira d'un nouveau produit, donc d'un nouveau producteur. Il y a donc quelque part, assez logiquement, un transfert de responsabilité d'un équipement vers ce nouveau producteur. On espère, comme on l'a dit tout à l'heure, que la révision de la directive va effectivement permettre d'encadrer
ça de façon encore beaucoup plus claire que ça l'est aujourd'hui. Néanmoins, au-delà des aspects purement techniques, qui sont liés à la batterie elle-même, évidemment, il importera que les opérateurs qui manipulent, qui stockent et qui transportent ces batteries le fassent avec soin pour permettre justement, sous réserve d'un diagnostic positif, évidemment, que le Second Life soit effectivement une option possible pour ces batteries. Alors, question qu'on peut se poser, tiens, c'est quoi la différence entre réutilisation et Second Life? Eh bien, interprétons-le comme ceci. Le Second Life est une opération par laquelle des produits ou des composants sont utilisés pour des applications, des objectifs ou des fonctions ou des contextes différents de ceux pour lesquels ils ont, ces produits ou composants, été initialement conçus, développés ou mis sur le marché pour la première fois. On parlera dans ce cas-là de, excusez le terme anglais, repurposing. On peut éventuellement parler en français de réaffectation, mais la terminologie peut encore évoluer à ce stade. Tandis que les opérations de réutilisation sont interprétées comme des opérations pour lesquelles des produits ou des composants sont utilisés pour des applications, des objectifs, des fonctions, des contextes qui sont identiques à ceux pour lesquels elles ont été initialement conçues et développées ou mises sur le marché. On parlera donc dans ce cas-ci de réassemblage ou de réparation ou de reconfection, le cas échéant. Il y a donc à ce sujet, Frédéric, pas mal de discussions sur le statut d'une batterie en tant que produit ou en tant que déchet. Quelle est la position de Febolotto dans ce débat? Alors, c'est intéressant de se pencher sur le texte de la directive sur les déchets, laquelle fixe le cadre, en fait, à ce sujet. Et il y est stipulé ceci. Un déchet est tout objet ou substance dont un détenteur se défait à l'obligation ou l'intention de se défaire, mais qui se trouve dans les catégories reprises dans l'annexe 1. Et cette annexe est, faut-il le dire, quasi systématiquement oubliée lors des débats. Et cette annexe 1, elle stipule, en fait, entre autres, que les composantes ou des parties inutilisables, par exemple, et c'est in extenso dans le texte, des batteries qui auraient été rejetées, ou bien que les produits pour lesquels le détenteur n'a plus l'usage font partie effectivement de ces listes de déchets. Donc, si à l'échelle du déchet ménager, on peut aisément concevoir qu'un détenteur puisse effectivement déterminer ce statut, il faut constater que pour les batteries dont il est question aujourd'hui, le particulier ne dispose généralement, évidemment, ni de la connaissance, ni des équipements pour pouvoir déterminer effectivement le fait que cette batterie n'a plus d'usage. Il n'a donc pas techniquement en capacité de pouvoir décider si des batteries industrielles de traction peuvent ou non être considérées comme réutilisables ou non. C'est donc peut-être à ce sujet qu'on voudrait interpeller nos auditeurs pour la troisième et dernière question de l'enquête, je pense. C'est vrai, Frédéric, oui. La troisième question est la suivante. Êtes-vous favorable aux solutions de réutilisation ou de Second Life permettant de prolonger la durée de vie des batteries ou de leurs composants? Oui, non, je ne sais pas. Je vous laisse de nouveau quelques secondes pour pouvoir y répondre. Le compte à rebours va se terminer. Le compte à rebours est terminé et nous disposons d'un quasi-plébiscite, si je vois bien mon écran. Ça semble donc pouvoir ouvrir la porte à ces tendances que l'on observe sur le marché. Et donc, gageons à ce stade que ça aidera à remporter l'adhésion des utilisateurs professionnels et privés pour que ces batteries, effectivement, puissent bénéficier d'un prolongement de leur durée de vie. Alors, on le voit à travers des 2-3 explications qui viennent de vous être données qu'il y a une différence et une clarté plus importante qui va être nécessaire. Et donc, cette différence est assez fortement liée à la notion de produit ou déchet, vous l'avez compris. Bien que cette discussion ne soit pas encore réellement tranchée,
car la réglementation laisse, on vient de le voir, de l'espace pour de l'interprétation, ces discussions doivent continuer. Pour votre parfaite information, sachez que sur ce dossier, Febel Auto a établi et rédigé un papier, un position paper, comme on dit dans le jargon, qui détermine son positionnement. Ce document est tout à fait disponible pour vous sur le site de Febel Auto, et en gros, il établit en fait qu'une batterie industrielle, eu égard à ses spécificités techniques, donc son poids, sa dimension, les risques chimiques, etc., sur lesquels nous reviendrons dans les sessions 2 et 3, reste un produit tant qu'un diagnostic n'a pas établi qu'il n'était ni réutilisable, ni dans des applications identiques, ni dans des applications différentes. Donc, si ce diagnostic est positif, l'idée, c'est qu'il garde son statut de produit. On a schématisé cela dans une espèce d'arbre de décision que vous voyez dans le bas de votre écran, qui explique un petit peu la logique de notre approche. Et donc, en cela, notez que Febel Auto, finalement, supporte l'idée consacrée dans les politiques mises en place en faveur de l'économie circulaire, supporte donc l'idée que la préservation des ressources passe également, peut-être devrait-on dire d'abord, par l'extension de la durée de vie des produits. Il y a des exceptions toutefois. On reste bien conscient du fait aujourd'hui que, étant donné que les centres agréés de dépollution automobile sont des entreprises qui sont actives sur le traitement du déchet, c'est l'essence même de leur activité, on continue aujourd'hui à considérer qu'une batterie qui serait enlevée d'un véhicule hors d'usage sera en première ligne considérée comme un déchet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la requalifier par après, mais en première ligne, il sera effectivement un déchet. Lorsque ça sort d'un point d'acceptation, ça n'est pas nécessairement le cas dès lors que le diagnostic continuerait à être positif en vue d'une extension de sa durée. Donc, une batterie qui sortirait d'un centre agréé, lorsque sa remise sur le marché à travers la réutilisation ou le Second Life se fera, devra passer d'une manière ou d'une autre par un statut intermédiaire avant d'être requalifié en termes de produit. Comment? Ces éléments sont toujours en cours de discussion. Donc, il faut retenir ceci, c'est que l'approche de Febel Auto est basée sur le produit, dont il faut gérer la fin de vie, et non basée sur le principe sur base duquel un produit a d'office atteint un statut de déchet dès lors qu'il arrive dans un point d'acceptation. À ce titre, je pense qu'il est important de rappeler que dans le secteur automobile, il existe un exemple majeur qui permet d'exposer qu'un détenteur se défaisant de son bien n'en fait pas automatiquement un déchet. Et cet exemple, vous le connaissez tous, c'est le véhicule lui-même. Personne n'a. Je pense que demain, si on devait prétendre que tous les véhicules qui sont remis au garage deviennent des déchets, probablement qu'il y aurait des réactions d'un autre ordre. Et donc, on devrait surtout également requalifier tout le secteur de la vente ou tout le secteur des garages comme étant des opérateurs de gestion de déchets à large échelle, ce qui semble un petit peu sortir de l'objectif finalement que l'on s'est fixé dans ces réglementations. Bien, sachez également qu'en termes de responsabilité, ça signifie aussi que l'approche de Febel Auto est la suivante. 1. Le statut du produit est présumé, le statut du déchet doit être constaté ou déterminé. Et 2. Les opérateurs manipulent d'abord des produits, doivent respecter les prescrits qui sont relatifs à ces produits. Et en cas de démonstration du statut déchet, alors les législations de déchets seront effectivement en surplus d'application, évidemment. Cette position, elle implique quoi? Elle implique que Febel Auto, du point de vue réglementaire, pousser pour la reconnaissance d'une étape essentielle qu'on appelle le diagnostic, dont on a parlé tout à l'heure, en vue de sa future réutilisation ou de sa future destination. Ça va impliquer donc l'existence d'outils techniques et méthodologiques qui vont permettre l'exercice de ce diagnostic. J'en ai déjà touché un mot à ce sujet. Et donc, on va dans le courant des prochains mois, en tant que Febel Auto, également participer à la mise en place de cette approche qui est basée sur des critères qui doivent être mesurables. Et à ce stade, le niveau de réflexion établit que le statut de la batterie, déchet ou produit, sera en fait fonction de la vraie décision du détenteur effectif, donc de l'opérateur économique qui dispose de la batterie. Ce sera fonction également du résultat du diagnostic que cet opérateur sera
en mesure de réaliser. La destination finale elle-même est un troisième élément. À ce titre, les potentiels utilisateurs, réutilisation ou Second Life, n'accepteront évidemment les batteries que si celles-ci satisfont divers critères qualitatifs, comme ce qu'on appelle le state of health. Peut-être la chimie sera-t-elle également un des éléments, puisque ces opérateurs vont devoir eux-mêmes réaliser des procédures de certification, de mise sur le marché, comme on vient de vous l'expliquer. Et enfin, ces critères qualitatifs, finalement, constituent le quatrième pilier du modèle de réflexion. Ils vont nécessairement faire encore l'objet de discussions dans les mois à venir. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et enfin, il est essentiel de fixer que l'expertise elle se développe et elle doit continuer à se développer au sein du secteur pour être en mesure, évidemment, de déployer toutes ces opérations de diagnostic et limiter les risques liés aux mauvaises décisions, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons environnementales, évidemment, en ce compris les mesures de sécurité. J'ai l'impression, Frédéric, qu'un positionnement clair est en effet toujours souhaitable pour le secteur économique. Ce point de vue de Febeloto à ce sujet a donc été retransmis au niveau des régions? Oui, et ça a également été transmis au niveau européen, oui, à travers différents canaux et consultations. Febeloto estime en effet que cette approche s'inscrit pleinement, comme je viens de le dire, dans la logique globale de la circularité et doit permettre de mieux cadrer les responsabilités au sein du secteur. Okay. Alors en fait, qu'est-ce que Febeloto recommande? Ça, c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser. Elle recommande d'abord donc à chacun des opérateurs actifs par lesquels passe cette batterie à un moment ou à un autre, vous recommande donc de bien protéger votre responsabilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est également éviter de remettre dans le circuit ou dans des filières non contrôlées, non identifiées, des batteries qui pourraient se retrouver dans des mains moins expertes que les vôtres et causer finalement des dégâts à toute la chaîne en cas de manipulation adéquate. Et c'est pourquoi Febeloto a finalement recommandé aux importateurs il y a quelques mois, et réitère ici cette recommandation, vous voyez à l'écran, de ne pas accepter la demande d'un utilisateur d'un véhicule qui désire récupérer sa batterie. On sait néanmoins évidemment qu'il y a parfois beaucoup d'insistance auprès de certains clients utilisateurs et que ça peut amener évidemment un exploitant à vouloir lui céder gratuitement, voire évidemment contre rémunération, ses batteries. Alors dans cette éventualité, Febeloto a établi un document qu'il vous est recommandé d'utiliser. Quand on dit recommandé, on pense vivement attendu, afin d'établir entre vous et le client finalement une sorte de contrat qui stipule bien que cette remise s'est faite en toute connaissance de cause par le client, connaissance de cause quant au risque inhérent à la batterie, quant au fait que l'opérateur économique que vous êtes n'a pas essayé de se défaire de sa batterie alors qu'il existe un système derrière qui permet effectivement une couverture et une collecte sans frais. Alors, ce document finalement contractuel peut permettre également, en cas d'incident, d'identifier l'utilisateur de cette batterie, c'est-à-dire le client à qui vous auriez décidé de remettre cette batterie. Ça a pour but finalement de démontrer également que le producteur ou l'importateur n'a pas lui-même tenté de se soustraire à ses obligations dans la gestion de batterie. Et voir dans le cas d'une utilisation secondaire qui ne serait pas assurée par un professionnel, s'assurer que cette batterie n'a pas été utilisée en dehors des recommandations d'usage. Voilà, donc il s'agit vraiment de faire attention. Attention également qu'en tant qu'opérateur, vous pourriez être considéré comme quelqu'un qui remet une batterie sur le marché. Et donc voilà, vous pourriez également encourir une responsabilité à ce sujet. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est également de savoir quelle interaction existe ou pas entre les règles à respecter en tant que transport de produits et transport de déchets, puisque évidemment, ce statut va décidez de prendre en considération telle ou telle législation. On abordera ce point plus spécifiquement dans la session 3. Sachez néanmoins à ce stade que si la réglementation ADR qui prévoit le cas des transports de batteries en tant que déchets dangereux prévoit également le transport des batteries en tant que produits dangereux
prévoit également des conditions de ces batteries dès lors qu'elles ont le statut de déchet. Donc la réglementation ADR reste d'application avec des provisions bien particulières. Au-delà de ça, s'appliquent évidemment, dans le cas d'un déchet, les conditions de transport sur le déchet et donc toutes les contraintes administratives que vous pourriez connaître, que ce soit du transport national, régional ou interfrontalier, évidemment. Sachez juste qu'en matière de code, il n'y a pas nécessairement une combinaison aisée à aller rechercher entre les codes de la Convention de Bâle et d'autres qui pourraient être d'application dans le cadre du règlement européen sur les transports transfrontaliers. Donc ça, voilà, ça vient mettre une difficulté complémentaire à ce sujet. Le but n'est pas de débattre de ça ici aujourd'hui. Par contre, ça met bien en évidence la nécessité de pouvoir déterminer avec précision le statut de ces batteries en tant que produit ou en tant que déchets dès lors qu'elles influent directement sur votre responsabilité de producteur de déchets. Frédéric, merci. Pouvez-vous nous dresser une rapide résumé de toutes ces responsabilités dont vous en avez parlé? Je vais vous faire ça à travers un petit film qu'on a réalisé pour s'amuser, pour vous distraire également. Chaque opérateur a ses responsabilités. Les OEM, les importateurs, dans la conception et l'organisation de la reprise des batteries, les vendeurs, les opérateurs d'entretien, de réparation, les dépanneurs, notamment comme potentiel point d'acceptation. Bien sûr, les centres de dépollution automobile dans la gestion des GVHU. Chacun sera amené à effectuer l'enlèvement de batterie, produire un diagnostic, stocker la batterie, effectuer des opérations de chargement engageant sa responsabilité au sens de l'ADR. Pour chaque batterie se posera la question de son devenir et de sa destination, donc de son statut, produit ou déchet. Enfin, les options recyclage, réutilisation ou second life devront être identifiées et rapportées. Il est donc primordial de déterminer dans quelle mesure la batterie continue à tomber sous le régime de la responsabilité de l'importateur, comme on vous le disait, ou d'un nouveau producteur. Et les incidents qui seraient liés à des manipulations non sécurisées par des non-professionnels peuvent effectivement s'avérer désastreuses, vous l'avez compris, et pour l'image du secteur au sens large, qui est en pleine mutation, au-delà de l'image de l'opérateur lui-même. Donc, on retiendra à ce stade que la confiance de l'utilisateur du véhicule électrique reste primordiale et que finalement, à travers la gestion de ces batteries, chacun y contribuera fortement. Merci Frédéric. Maintenant, je me tourne vers Catherine. Catherine, compte tenu de ces dernières considérations, tout d'abord la nécessité d'un diagnostic par des professionnels, le débat produit-déchets, le développement de nouvelles filières sur les batteries. Quels enseignements principaux tirez-vous de cette première session? Mais en effet, que retenir, c'est en effet un changement majeur qui est en cours dans notre secteur à travers cette électrification de notre parc. Donc, il y a beaucoup de réglementations, vous les avez vues tant qu'au niveau international, européen, national, etc., qui ont une influence. Et en plus, cette cadre réglementaire est continuellement en mouvement. Et puis, derrière-moi, ceci implique des responsabilités spécifiques et particulières pour chacun de notre secteur. Et donc, la sécurité est une des composants essentiels. Voilà, dans ce cadre-là, oui. Donc, Febelotto, nous avons pensé ici en Belgique avec nos stakeholders, avec nos actionnaires, que voilà, c'est très essentiel que Febelotto offrira ce soutien structurel pour la gestion des batteries industrielles de traction de véhicules et pour ces mêmes véhicules lors de leur fin de vie. Voilà, je vous remercie, mais on est maintenant, je pense, je donne la parole de nouveau à Frédéric. Et merci Catherine pour la conclusion que tu viens de nous donner, qui souligne le rôle de soutien que Febelotto peut et va continuer à jouer dans la gestion de ces batteries. Et je pense que la mise en évidence des différentes responsabilités témoigne combien la matière
finalement complexe et doit être encadrée. Et à ce stade, voilà, la conscientisation des acteurs est essentielle et on espère que cette première session aura permis de participer à ce processus de sensibilisation. Nous vous invitons d'ores et déjà à notre prochain rendez-vous online, dont la date et les horaires français et néerlandais s'affichent à l'écran. Et donc nous y aborderons la problématique de la sécurité et de la prévention des risques lors des opérations de réception et du stockage des batteries. Alors, le webinaire était prévu jusqu'à 12h15. Je vois qu'il est exactement 12h17. Nous allons conclure ici peut-être en prenant une question qui nous est arrivée sur la plateforme Q&A. On prendra le temps de répondre aux autres questions que vous y avez mises, mais on le fera en bilatéral à ce sujet. Alors, il y avait une question qui était relative au rôle qu'un opérateur peut jouer. Donc, en tant que garagiste, lorsque je demande l'enlèvement d'une batterie électrique lithium-ion, s'entend, quel est le rôle dans la chaîne logistique que je dois jouer et quelles sont les obligations et les missions que je dois assurer. Donc, voilà, une réponse à ça pour permettre de bien conclure globalement sur tout ça. Donc, là, d'abord, la question est pertinente puisqu'elle s'applique finalement à tous les opérateurs. Ensuite, le rôle à jouer est multiple. Mais pour rester simple, considérez qu'en tant qu'opérateur, vous serez de toute façon, à un moment ou à un autre de la chaîne de valeur, considéré comme un expéditeur. Et à ce titre, l'intervention de l'expéditeur contient plusieurs missions et obligations. Alors oui, ces missions, elles sont quoi? Elles sont l'identification d'abord des marchandises, la fourniture des documents de transport, vérifier que ces matières sont bien conditionnées dans des emballages qui sont homologués, soit comme produits, soit comme déchets, avec référence vers les provisions spécifiques prévues dans l'ADR. Il devra également contrôler le bon état et en effectuer l'étiquetage, encore une fois, ça c'est la réglementation ADR. Il vérifiera également la signalisation sur le véhicule qui vient faire l'enlèvement et vérifiera effectivement en théorie que la conformité de ce véhicule est bien présente. Et enfin, il disposera évidemment du personnel qui est formé à un minimum de connaissances sur les matières dangereuses qu'il expédie. Et notons enfin, et ce sera le mot de conclusion, que si vous effectuez vous-même des opérations de chargement, vous avez également des missions complémentaires qui sont à accomplir et qui nécessitent évidemment la prise de mesures de prévention en matière de sécurité. Mais ce sera abordé lors de la session 2 et lors de la session 3. Voilà pour moi. Nous vous remercions pour votre attention. Espérons que vous avez pu avoir une vue un peu plus globale finalement des aspects légaux et des responsabilités que vous allez jouer à un moment ou à un autre dans cette filière. Nous vous invitons à nous envoyer toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet sur les adresses e-mail de Catherine ou de moi-même. Nous ferons un plaisir d'y répondre et nous vous retrouverons le 8 décembre. Bonne fin de journée. Et nous vous souhaitons aussi tout le courage pour continuer dans cet épisode difficile de notre vie, de notre société. Donc, tout le courage et à bientôt.